Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, l'or pesant plus d'une tonne, raffiné à Istanbul, est revenu au pays sous forme de lingots d'or de 12,5 kg l'un. Ils constitueront la réserve d'or de Madagascar. Par ailleurs, les premières pièces d'or de 50 ariars pesant une once ont également été présentées ce jour. Selon le président de la République, Ange Razouine, la réserve d'or est une première dans le pays et les pièces monétaires une fierté nationale. Les détails sur les images de Yves Janel et de Judy Galler-Engineering. Les 1 tonne 80 kg d'or achetés par la Banque centrale de Madagascar ont été envoyés à Istanbul et raffinés par la société Istanbul Gold Refinery en mai dernier pour obtenir la certification LBMA et devenir de l'or monétaire, c'est-à-dire raffiné et propre de 995 et 999. Après le raffinage, on a obtenu plusieurs lingots d'or de 12,5 kg. C'est une première dans le pays d'avoir une réserve d'or, déclare le président de la République Ange Razouine. Par la même occasion, les pièces d'or de 50 ariars pesant 1 once ont également été présentées. La célébration est également marquée par la décision de Madagascar de diversifier ses réserves de devises en avançant dans la procédure de formalisation de la réserve nationale d'or malagasy. En effet, comme plusieurs pays africains tels que l'Algérie, l'Afrique du Sud ou l'île Maurice, Madagascar franchit le pas actuellement de sécuriser ses richesses naturelles à travers la normalisation LBMA de ses réserves en or. Car il est inconcevable qu'un pays comme Madagascar, qui a beaucoup de ressources naturelles, nous n'avons pas de réserves d'or. La production de pièces d'or constitue également une nouvelle forme de réserve pour Madagascar dans l'objectif de stabiliser notre monnaie et, comme le veut la culture malgache, de laisser un héritage aux générations futures comme le font généralement les parents pour leurs enfants. Madagascar entre dans une nouvelle ère et se projette au niveau international. La vision de l'État malgache à long terme est de redonner ses lettres de noblesse à la monnaie malgache et surtout d'assurer aux générations futures une stabilité monétaire grâce aux richesses naturelles qui doivent impacter directement les populations. Je vous assure que ce n'est que le début. L'État malgache compte compléter au moins 4 tonnes d'or par an, cette production de pièces d'or monétaires, mais aussi les lingots d'or, et pouvoir ainsi renforcer les réserves en devises nationales. 500 pièces ont été éditées pour cette première. Chaque citoyen peut se le procurer une fois le prix fixé, soutient le gouverneur de la Banque centrale, Aivu Angianarvelu. Après ces 500 pièces, 5000 autres seront également éditées. Toutefois, le nombre de pièces qu'on peut acheter est limité à une pièce par personne. La réserve d'or contribuera à la stabilité de l'ariar. Elle est bénéfique pour l'économie du pays. Néanmoins, toujours selon les explications du gouverneur de la Banque centrale, ces réserves d'or ne resteront pas à Madagascar, mais seront expédiées à l'étranger sur le compte de la Banque centrale. Et d'après le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, il est possible d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République et la Banque centrale de Madagascar, qui est de produire 4 tonnes d'or monétaire chaque année. Une convention entre le ministère de tutelle et la Banque centrale sera signée prochainement pour la reprise de l'achat d'or par la Banque centrale. Détails sur les images de Yves Janel. La Banque centrale de Madagascar a suspendu l'achat d'or brut en 2021. Après une concertation avec le ministère des Mines et des Ressources stratégiques qui se tiendra prochainement, l'achat d'or reprendra. Quant à l'objectif fixé par l'État de produire 4 tonnes d'or monétaire chaque année pour constituer une réserve, cela est possible, soutient le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakut Malala Ernjane Olivier.
Hormis les bienfaits économiques, l'achat de l'or par la Banque centrale permettra également de professionnaliser la filière or, a-t-il ajouté. À noter qu'actuellement, le prix d'un once équivalent à 31 grammes d'or coûte 1 955 $, soit environ 8 500 000 $. Et toujours à ce sujet, la Banque centrale de Madagascar fête ses 50 ans jubilé d'or. Cette institution prend une énorme place dans le pays car elle assure la politique monétaire du pays. L'objectif pour les 50 prochaines années est l'amélioration de ses services et de son bâtiment. Fadesena Mireille, Yves Janel. Initialement, en 1925, la Banque centrale de Madagascar était une banque primaire. C'est également à cette époque que le premier argent en papier a été édité, le franc français. Et c'était la Banque centrale aussi qui a édité la monnaie comorienne. Le premier franc malagasy a été édité en 1963, après l'indépendance. La Banque centrale a reçu son statut de banque centrale en 1973. Elle joue un rôle important dans le pays. La Banque FOIB de Madagascar est devenue le garant de la stabilité de l'ariary, notre monnaie nationale, et contribue activement à la stabilité financière et à la solidité du système financier de la République de Madagascar. Par ailleurs, son rôle de pilier de l'économie nous amène à le considérer comme étant un soutien indéniable de la politique économique du gouvernement d'une manière générale. Mesdames et messieurs, au-delà de sa contribution dans le développement économique du pays, la BFM participe aussi au maintien de la résilience du secteur financier à Madagascar. Il ne faut pas oublier qu'elle est la banque de l'État, donc gestionnaire des comptes de l'État. Le Trésor public dispose de plusieurs comptes au niveau de la BFM et tire les liquidités qu'il utilise auprès des guichets de la BFM. Aujourd'hui, la BFM célèbre ses 50 années d'existence. Plusieurs événements auront lieu à cet effet, notamment une porte ouverte, une exposition, une conférence internationale, mais surtout l'extension des locaux. Bâtiment belvédère qui sera sur ce site, là où nous sommes actuellement, et il y aura une rénovation d'ici jusqu'à l'ancien bâtiment en continu pour que le BFM puisse avoir l'espace nécessaire avec des centres de conférences, des salles de réunion, des réfectoires, des salles de sport modernes et qui se marient avec les évolutions actuelles. La pose de première pierre par le président de la République de ce nouveau bâtiment s'est tenue ce jour. Et comme annoncé dans notre précédente édition, le Rouve de Madagascar est ouvert au grand public à partir de ce jour. Le président de la République, accompagné par la Première Dame et la ministre de la Communication et de la Culture, ont lancé officiellement cette ouverture la nuit dernière. Le Kianzan Maswanj a également été inauguré par la même occasion. Je dis qu'elle Ranjenirin, Nzaranjianti. Les restes des vestiges non incendiés le 6 novembre 1995, la nouvelle technologie et les différentes réformes reconstitueront l'histoire de Madagascar à Manzakamiadan et les différents palais se trouvant dans le Rouve. 28 ans après l'incendie, après les supposées reconstructions qui n'ont jamais abouti, alors que des financements ont été quémandés auprès de chaque citoyen, le Rouve de Manzakamiadan est sur pied et brille de mille feux. Une fois sur les lieux, l'on revit le patriotisme que les rois et reines avaient. La nouvelle technologie aide à revivre l'histoire et enseigne à la génération future à être patriote. Le Kianzan Maswanj a été également inauguré hier. Les élèves du CEG à Varadjoub ont joué sur scène les histoires marquantes du pays.
Dans les actualités également, un jour avant la tenue de leur premier examen officiel, à savoir le CEPE, l'année scolaire se termine aujourd'hui pour les élèves en classe de 7e avec les consignes des enseignants pour affronter le jour J. Andoniana Martina, Saisilma, Sechandianab et Nzaranjiansu ont fait un reportage à ce sujet à l'EPP Avaradou. L'EPP d'Avaradou fait partie des centres d'examen pour le CEPE qui se tiendra demain. La visite des salles a commencé ce matin pour les élèves en classe de 7e venant des autres écoles. Si les élèves de l'EPP ont été appelés à retourner en classe pour les dernières consignes. La distribution des convocations s'est aussi poursuivie ce jour, explique une enseignante de la classe de 7e. Du côté des petits chérubins, ils se disent être prêts pour ce grand jour, malgré le stress. Ils s'y sont préparés depuis longtemps. Les candidats devraient arriver devant leur salle d'examen à 7 h du matin pour l'appel. L'opération, le problème, la connaissance usuelle, l'histoire et l'éducation civique débuteront cette journée, suivie du malagasy, français et géographie l'après-midi. Toujours dans ce contexte, 745 élèves en classe de 7e, issus des 13 écoles publiques du 3e arrondissement, ont bénéficié de fournitures scolaires émanant de la députée de Madagascar, élue dans cet arrondissement, Raven Manantsu Ain, pour affronter le CEPE. Le but étant d'alléger les parents et d'inciter les élèves à faire de leur mieux afin d'obtenir leur premier diplôme. Environnement à présent, le 17 juin de chaque année est dédié à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, le thème est « Femmes, sa terre, ses droits ». À travers la célébration de cette année, le message est « Investir dans l'égalité d'accès des femmes à la terre et aux biens qui lui sont liés ». C'est investir directement dans leur avenir et dans l'avenir de l'humanité. Nyarvulat Sferan pour plus de détails. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse se tient dans la région Anos ce 19 et 20 juin 2023. Une des régions les plus touchées par les problèmes de la désertification et la sécheresse. La célébration est orientée vers la restauration des terres dégradées à travers la mise en place de la ceinture verte dans le sud de Madagascar et la mobilisation des femmes en tant qu'acteurs potentiels à la restauration des terres dégradées. Ainsi, la ceinture verte consiste dans sa première phase à mettre en place 3000 hectares de fixation de dunes, 168 km de brise-vent, 1500 hectares de reboisement à grande échelle, restauration en amont des sources de 850 hectares, 10 pépinières permanentes et 20 pépinières temporaires en mobilisant des main-d'œuvre locales afin de contribuer directement à la promotion de la sécurité alimentaire dans le sud. Ainsi, nous entamons les premières activités de mise en œuvre ce jour lors de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. La Banque mondiale, à travers le projet Miunz, a apporté ses appuis techniques et financiers pour la concrétisation du projet Ceinture verte. Ce dernier est le 13e projet phare du plan Émergence Sud. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré le 19 juin à Pékin qu'il avait fait le constat avec les dirigeants chinois de la nécessité de stabiliser leurs relations tout en restant lucide sur les profonds désaccords bilatéraux. France 24. Good afternoon. Sa poignée de main avec Xi Jinping était très attendue. Et en voici les toutes premières images. Premier secrétaire d'État américain à se rendre en Chine depuis 5 ans, Anthony Blinken le sait, il est là pour amorcer un dégel diplomatique. Car ces derniers mois, les relations avec Pékin se sont nettement tendues dans plusieurs dossiers, à commencer par celui de Taïwan. Territoire sur lequel lorgne Pékin, c'est le principal point de tension entre les deux superpuissances. La Chine joue toujours la carte de la fermeté et a informé le chef de la diplomatie américaine qu'elle ne fera aucun compromis. Mais devant les caméras, le président Xi l'assure, il existe néanmoins des terrains d'entente avec Washington.
J'espère que par le biais de cette visite, le secrétaire d'État Blinken apportera des contributions positives à la stabilisation des relations entre la Chine et les États-Unis. Cette visite de 2 jours était initialement prévue en février dernier, mais c'était sans compter sur l'affaire du ballon chinois abattu au-dessus du sol américain. Depuis, les points de friction ne manquent pas, entre soupçons d'espionnage, soutien de Pékin à Moscou, ou encore ces restrictions américaines en matière d'échanges commerciaux. Les Chinois l'ont dit ce lundi matin aux Américains, ils doivent désormais choisir entre coopération ou conflit. C'est ce qu'on appelle une mise en garde. Et alors qu'il purge déjà une peine de 9 ans d'emprisonnement pour fraude, Alexeï Navalny risque de dizaines d'années de détention dans un nouveau procès qui s'ouvre ce jour en Russie. Accusé d'extrémisme et d'avoir réhabilité l'idéologie nazie, l'opposant accuse le Kremlin de vouloir le garder en prison à vie. France 24. C'est depuis la prison ultra sécurisée de Mielierovo, où il est déjà enfermé, que Navalny affronte ce lundi un nouveau procès. L'opposant russe est cette fois poursuivi pour extrémisme et pour avoir réhabilité l'idéologie nazie. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Mais sa défense, qui n'a eu que 10 jours pour examiner un énorme dossier, dénonce des accusations floues. Selon l'une de ses porte-paroles, Alexeï Navalny est en réalité jugé pour son activité politique. Lui qui continue malgré sa détention à critiquer le Kremlin en dénonçant notamment l'offensive en Ukraine. Après avoir été emprisonné en Sibérie et soigné en Allemagne, Navalny a fait le choix de rentrer en Russie en janvier 2021, même s'il savait qu'il serait immédiatement arrêté par les autorités. Condamné en mars 2021, l'opposant purge actuellement une peine de 9 ans de prison pour des accusations d'escroquerie qu'il juge fictives. Une détention dans des conditions particulièrement rudes. Le leader de l'opposition russe dit avoir été placé au moins 16 fois à l'isolement, une façon de le briser psychologiquement selon ses soutiens. Très affaibli physiquement, il affirmait néanmoins début juin garder le moral. Ce nouveau procès se tient dans un climat de répression toujours plus sévère contre les voix qui critiquent le pouvoir en Russie. Depuis le début de l'offensive en Ukraine, la plupart des opposants politiques ont été emprisonnés. Dernière en date, Lilia Tchanicheva, alliée de Navalny, est condamnée en juin à plus de 7 ans de prison pour extrémisme. Méga commande d'avions, démonstration aérienne pour rêver et présentation de technologies pour réduire l'empreinte climatique de l'aviation. La grande messe aéronautique du Bourget ouvre dans un contexte porteur, mais soumis aux pressions sociétales. Le président français Emmanuel Macron inaugure dans la matinée cette 54e édition du Salon international aéronautique et de l'espace, le plus important au monde. France 24. 2 fois plus d'avions dans les airs en 2042. Ce sont les projections des constructeurs Airbus et Boeing qui comptent produire d'ici là plus de 40 000 nouveaux avions. Une réponse à la demande croissante pour ce mode de transport. La Chine et les États-Unis absorberont la moitié de cette future flotte. Alors, la Chine est absolument immense, donc il y a un grand développement en interne et aussi au niveau des longs courriers parce que les Chinois maintenant peuvent voyager à l'étranger. Problème, l'avion est l'un des modes de transport les plus polluants. Au kilomètre et par passager, l'avion pollue plus de 2 fois plus que la voiture et 20 fois plus que le train. Alors que l'aviation veut atteindre la neutralité carbone en 2050, les constructeurs sont engagés dans une course contre la montre pour créer l'avion du futur. Première piste la plus aboutie, le biocarburant. Des déchets végétaux ou des graisses animales sont utilisés pour remplacer une partie du kérosène. Certains avions de ligne sont déjà ravitaillés avec ce mélange. On a un mélange de kérosène et de carburant synthétique issu d'huile de cuisson usagée. Et ce mélange, aujourd'hui, a les mêmes propriétés physiques que le kérosène. Donc pour les opérateurs, pour les compagnies aériennes ou même pour les avitailleurs, il n'y a rien à changer. Mais ce carburant de synthèse coûte aujourd'hui jusqu'à 5 fois plus cher que le kérosène. Certains constructeurs misent sur d'autres technologies, comme l'avion électrique ou encore l'avion à hydrogène. Des technologies qui suscitent le scepticisme de certains acteurs de la filière, notamment concernant le stockage de l'énergie. Pour certains experts, ces innovations sont certes nécessaires, mais pas suffisantes pour décarboner le secteur. Il y a énormément de progrès qui sont en cours et c'est tant mieux. Il va également falloir réduire
le nombre de vols et en particulier le nombre de vols court courrier et moins courrier, parce que c'est des déplacements qui pourraient s'effectuer autrement. Et donc, à mon avis, il va falloir réserver les vols en avion à des déplacements qui ne pourraient pas se faire autrement. Chaque jour, 12 millions de passagers prennent l'avion, un transport responsable de 3% des émissions mondiales de CO2. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.